donc près d'Herculanum. Euh, cette ville-là, on l'a appelée la villa des papyrus. Hein, donc je crois que je vous l'ai déjà raconté. En fait, quand on a organisé les fouilles au XVIIIe siècle, quand on fait des fouilles archéologiques, en fait, c'est à un endroit où on sait qu'on est susceptible de trouver quelque chose, on a creusé des puits et on extrait toutes les œuvres d'art qu'on peut trouver. Mais ce qui veut dire qu'on détruit énormément. Et quand on a fouillé cette ville-là, où on a très vite vu qu'on pouvait trouver des choses très très intéressantes, puisque cette ville était très riche, le beau-père de Jules César ayant pillé la Sicile, donc elle est remplie d'œuvres d'art majeures, euh, on est tombé à un moment donné sur des morceaux de bois carbonisés. Donc au début on les jetait, puis quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'écrit sur ces morceaux de bois, et on a compris qu'on était tombé sur une bibliothèque qui était remplie de papyrus carbonisés. Et donc là, on a essayé de les déchiffrer. Alors c'était pas possible, donc c'est-à-dire qu'on demandait à des gens qui n'avaient jamais fait de latin ni de grec pour qu'ils n'interprètent pas ce qu'ils voyaient, de redessiner sur du papier les signes qu'ils voyaient, puis on cassait une croûte pour accéder à la croûte suivante de papyrus, mais on a vite compris qu'on n'arrivait à rien. Donc on a laissé tomber, on les a conservés pour l'époque où on parviendrait à dérouler ces papyrus. Bon, les fouilles dans cette ville-là ont dû être arrêtées parce que cette ville-là se trouve dans un endroit qui est très instable, donc c'est-à-dire qu'elle était en bord de mer et vous avez le terrain qui a tendance à s'effondrer, donc on peut pas faire facilement des fouilles. Et puis en plus, vous avez des failles avec des émanations toxiques, donc les gens mouraient. Donc on a dû arrêter de faire les fouilles dans cette ville-là, mais on savait qu'elle contenait euh, 3 bibliothèques, donc une bibliothèque de philosophie latine, une bibliothèque de philosophie grecque, et une bibliothèque contenant des papyrus vierges, une réserve vierge de papyrus. Bon, on a repris il y a quelques années, donc ça doit dater de 2014 ou 2015, des fouilles archéologiques dans cette ville-là. C'est l'université de Lille qui l'a fait. Euh, Malheureusement, on n'avait que des indications très imprécises datant du XVIIIe siècle. Et donc, ils ont fouillé une partie où ils savaient qu'il y avait une bibliothèque, mais malheureusement, c'était la bibliothèque contenant les papyrus vierges. Alors, pourquoi l'université de Lille? Bien parce qu'ils avaient réussi à mettre au point une machine qui parvenait plus ou moins, tant bien que mal, à dérouler des papyrus. Bon, ils ont dû arrêter faute de moyens, et parce que ça coûtait très très cher, et que c'était de toute façon pas très très au point. Donc, on n'a toujours pas fait les fouilles, mais on sait que quand on les fera, on va, quand on arrivera à déchiffrer ces papyrus, et je pense que nous, de notre vivant, vous et moi, nous connaîtrons le déchiffrement de ces papyrus, hein, puisqu'on est à une époque où on est seulement en train de faire de très grosses découvertes archéologiques, et on est à une époque aussi de très grosses avancées scientifiques. On sait qu'on va retrouver des œuvres littéraires majeures de la littérature latine et grecque, mais essentiellement philosophiques. Voilà, ce qui moi personnellement m'intéresse pas trop, mais bon. Chacun son truc. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, à l'heure actuelle, je ne sais plus quel pays anglo-saxon, mais a réussi à mettre au point un scanner qui parvient à scanner les différentes couches de papyrus et à faire la différence entre la texture papyrus et la texture encre carbonisée. Donc, on est en train de mettre au point ce système. On a déjà testé sur quelques papyrus, c'est pas mal et au moins ça a le mérite de ne pas détruire le papyrus, mais c'est pas encore totalement au point. Mais il va de soi que dans les 10 ans qui viennent, la machine sera tout à fait perfectionnée et on parviendra à le faire. Et donc les fouilles reprendront dans cette ville-là et on retrouvera non seulement des œuvres majeures de la littérature, mais également des œuvres d'art maîtresses de l'art gréco-romain, puisqu'on sait que cette maison est remplie d'œuvres d'art. Tout un étage du musée archéologique de Naples est d'ailleurs consacré aux découvertes de cette ville-là. Et si vous continuez le latin en 5e réto, eh bien quand vous serez en réto, nous irons voir ces œuvres d'art et vous étudierez aussi cette maison en cours. Voilà. Alors les bibliothèques, donc je vous montre un exemple. Hein. Et donc si vous regardez bien, contrairement à nous où on a des étagères horizontales, chez eux les étagères dans les bibliothèques sont en forme de losange. À votre avis, pourquoi? Ben parce que si ce n'était pas en forme de losange, à chaque fois que vous prendriez un papyrus, le tas de papyrus s'effondrerait dans l'étagère. Donc en fait, pour que tout reste rangé, il faut que tout tienne par compression. Et donc on retire les papyrus et tout tient puisque c'est en forme de losange. D'accord? Voilà. De l'autre côté du bureau du maître de maison, vous aviez donc, je vous montre le plan, hein, hop, ce sera plus simple, je cherche, voilà. Donc de l'autre côté du bureau du maître de maison, vous aviez à gauche la bibliothèque, à droite vous avez un petit couloir, on l'appelle le corridor. Corridor en latin ça veut dire passage qui permet de faire correspondre aux deux parties de la maison.
Donc ça permet d'accéder directement de l'atrium, le salon de réception et salle d'attente, au jardin, sans passer par le bureau du maître de maison et donc sans le déranger. Je vous l'ai dit, à l'époque républicaine, les jardins dans les maisons des riches sont ouverts aussi au public. Donc on peut y aller sans déranger le maître de maison, uniquement la matinée, et puis ça va servir aussi aux membres de sa famille. À côté de ce corridor, vous allez avoir une autre pièce que nous allons maintenant étudier. Et donc, quand vous regardez bien, en fait, le plan a l'air symétrique. Quand vous êtes dans le salon, si je vous montre cette image-ci, quand vous êtes dans le salon, voilà, vous avez l'impression que tout est symétrique, alors que en fait, vous avez encore une pièce qui est à droite. D'accord? Donc ici, on voit bien la porte de la bibliothèque à gauche, le tablinum au centre, et puis la porte du corridor à droite. D'accord? Bien, alors nous allons étudier cette dernière pièce cette dernière pièce fonctionnelle des maisons à l'époque républicaine. C'est en fait une petite salle à manger. Donc une salle à manger qui va servir uniquement pour la famille du dominus, hein, donc du maître de maison. Alors les salles à manger, elles se reconnaissent parce qu'elles sont toujours carrées. Donc vous avez une mosaïque qui est carrée au centre et vous avez des lits. Donc des lits qui servent à manger. On ne mange pas tout à fait couché, c'est-à-dire qu'on est allongé certes, mais le buste est incliné sur le petit dossier que vous voyez ici, qui est en fait un accoudoir. Le tout est évidemment garni de coussins. Alors comme on est appuyé sur le bras gauche, on n'a qu'un seul bras de libre pour manger, le bras droit. Ce qui veut dire que la nourriture va arriver à table déjà coupée en morceaux, comme dans les restaurants asiatiques, puisque vous n'avez qu'une main pour manger. Et donc les esclaves vont amener des petites tables comme celles que vous voyez au centre, avec les plats, et les emporter au fur et à mesure que les plats se succèdent. D'accord? Voilà. Alors les Romains adorent voir arriver vivante la nourriture à table. Pour quelle raison? Parce que comme ça, ils sont certains de sa fraîcheur. Ok? Alors, le lit central, celui du fond, est réservé à l'invité d'honneur ou au maître de maison. Les autres seront pour ses proches. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler une petite salle à manger. Évidemment aussi vous avez donc ça s'appelle triclinium puisque vous avez 3 linums, hein, 3 lits. Alors évidemment si vous avez une très grande maison, vous allez avoir une salle à manger beaucoup plus grande avec cette fois-ci des lits en maçonnerie. C'est ce que vous voyez ici, qui seront garnis de coussins. Là vous avez les pieds vers le mur et le buste vers la petite table centrale. Ok? Alors on pouvait manger à jusqu'à 18, parfois même plus dans ces salles à manger en maçonnerie. Je vous montre une reconstitution. Voilà à quoi ça pouvait ressembler avec les lits en maçonnerie. Vous voyez, avec mosaïque centrale, bon, des fresques sur les murs, etc. Alors comme vous pouvez le constater, la décoration des murs dans cette salle à manger est très sobre dans le bas du mur puisqu'il y avait des meubles. Donc forcément, on ne voyait pas le bas du mur. Donc c'était pas la peine d'avoir une décoration extrêmement chargée à cet endroit. D'accord? Et puis une reconstitution avec des gens. Donc voilà un petit peu ce que ça pouvait donner hein, avec des serviteurs, des esclaves, etc. D'accord? Bon, alors on a un passage de la Bible qu'on comprend très mal parce que en fait on voit que Saint Jean a la tête posée, je crois que c'est Saint Jean, je suis pas sûr, a la tête posée sur l'épaule du Christ. Et les artistes de la Renaissance ont toujours eu énormément de mal à représenter cette scène parce que quand vous êtes assis à table sur des chaises, vous n'arrivez pas à avoir votre tête sur l'épaule de votre voisin. Ça demande un effort considérable, c'est pas un mouvement naturel du tout. Et donc ils ont eu vraiment beaucoup de mal, on le voit en observant leur tableau, pour représenter ce dernier repas du Christ. Or, il faut replonger la scène dans son contexte originel. La dernière scène, le dernier repas du Christ, se passe à l'époque romaine. On est au 1er siècle après Jésus-Christ. Hein. Donc forcément, les gens mangeaient comme ceci. Et donc, comme ceci, il est tout à fait possible de poser sa tête sur l'épaule du voisin sans faire aucun mouvement, puisque vous avez déjà votre tête à côté de son épaule, puisque vous mangez appuyé sur un coude. D'accord? Voilà. Donc ça, je vous ai expliqué pour la nourriture. Hein. Alors, je vous montre un autre exemple. Donc ici, qu'on a retrouvé dans une maison, je crois la maison de Julia Félix à Pompéi. Donc un triclinium d'été, tout en marbre. Il faut imaginer les murs recouverts de fresques qui ont disparu malheureusement à cause de la lave. Et ici, vous voyez qu'il n'y a en fait que 2 lits. Dans la partie du fond, vous voyez comme un petit escalier, c'est en fait une cascade. Donc vous aviez une cascade artificielle qui tombait et qui coulait, qui cascadait entre les 2 lits et venait couler entre les 2 lits par terre. Vous avez une petite canalisation dans le fond qui servait à récupérer l'eau. Et donc on posait les tables dans l'eau, donc sans doute des tables en métal dans ce cas-ci. Voilà, donc c'était une salle à manger d'été
faites avec cette cascade pour que l'atmosphère soit constamment rafraîchie par l'eau.